Et donc la partie 4, ça commence avec au moins 4 parties cette fois-ci, dont la première est consacrée à asthme, sport et dopage. Alors ça peut paraître un peu... bon, on se dit, ouais, bon, on pourra aller vite sur le dopage en fait. Et on va aller vite de toute façon. Parce que la réglementation a tellement changé que ce n'est pas la peine d'en faire des 1000 et des 100 là-dessus. Et donc on va s'intéresser à l'activité physique chez l'asthmatique, la dyspnée du sportif, et tout ça intégré avec quelques trucs sur le dopage. Bon, quelques mots sur les bénéfices et les risques de l'activité physique et chez l'asthmatique, c'est tout bon, quoi. Ces améliorations des performances, elles se font sur le plan cardiaque, sur le plan respiratoire un peu, mais sur le plan musculaire. Et bien sûr, on peut avoir une amélioration parce que moins on ventile pour un effort léger et modéré, mieux on se sent. Et ça, c'est une notion qui va être extrêmement importante quand on évoquera les possibilités de réhabilitation respiratoire chez l'asthmatique, par exemple. C'est qu'un des objectifs pour qu'il soit mieux, c'est de réussir à diminuer l'importance de la réponse ventilatoire quand ils font un exercice. Du coup, ils sont moins essoufflés, et puis ils s'intègrent facilement à des groupes d'activité physique, et ça améliore la qualité de vie. Il est intéressant de mémoriser que, bien que les patients nous disent le contraire, il n'y a rien qui change sur le plan de la fonction respiratoire lorsque l'asthmatique fait de l'activité physique ou reprend petit à petit une activité physique. Et pourtant, la plupart disent que tout devient plus facile et qu'ils se sentent mieux. Et en fait, sur le plan fonctionnel, vous le verrez peut-être jeudi, il n'y a rien qui change. Enfin, ça diminue le recours aux soins, on va dire, et le recours aux appels en urgence. Bon. Si on s'intéresse maintenant à la dyspnée, à l'essoufflement de l'asthmatique, c'est intéressant d'écouter ce qu'ils disent, quoi. Parce qu'on se rend compte que les patients n'utilisent pas tous les mêmes mots pour ce qui correspond sur le plan du médecin, du praticien, au même symptôme, c'est l'essoufflement, la limitation à l'activité. Et on peut avoir des gens qui signalent qu'ils ont une oppression thoracique. Certains vont dire qu'ils ont le souffle court. D'autres vont parler de suffocation ou de thorax bloqué. Pour certains, d'avoir les jambes coupées. Et pour d'autres, enfin, de ressentir ou d'entendre des bruits thoraciques anormaux. Et ça veut dire quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à avoir une séméologie exacte permettant de s'orienter sur le mécanisme de la dyspnée, rien qu'en écoutant le patient expliquer ce qu'il ressent. J'ai le souffle court, j'ai les jambes coupées avec le thorax bloqué, j'entends des bruits inhabituels ou je tousse après l'exercice. Et si on essaye de mettre ça ensemble, c'est un schéma qui est assez... je trouve qu'il est bien fait. Alors vous allez voir qu'on va parler pas mal de l'asthme à l'exercice. Et donc parfois, le seul signe que les gens vont ressentir, c'est la toux après l'exercice. Mais on peut aussi avoir des dyspnées par dysfonction glottique. On y reviendra. Des dysfonctions liées aux dimensions du système respiratoire. Alors ça, c'est vraiment trop drôle, ça. C'est incroyable, ça. Et eux ont le sentiment, à certains moments, d'avoir le souffle court. Enfin, c'est les mots qu'ils utilisent souvent. Ou enfin, une fatigue diaphragmatique qui traduit le fait qu'ils aient le thorax bloqué, les jambes coupées. Donc l'asthme, c'est donc une maladie inflammatoire des bronches responsable de l'obstruction bronchique réversible, diffuse, variable. Et l'asthme d'effort, c'est un peu particulier parce que c'est une manifestation asthmatique avec toux et sifflement intrathoracique qui survient dans les minutes qui suivent l'arrêt de l'exercice. Donc c'est une symptomatologie assez particulière qui peut apparaître soit sous la forme d'un essoufflement simple
Et vous savez bien que si on se fie uniquement à l'existence des sibilants, on fait une erreur. Le sibilant traduit l'inadéquation entre un débit d'air dans un tuyau d'un certain calibre. Et donc, pour que ça siffle, il faut vraiment qu'il y ait cette inadéquation entre le débit de l'air dans les bronches et le calibre de la bronche. C'est pour ça qu'en temps normal, vous, moi, eh bien, ça ne siffle pas quand on augmente notre ventilation, quand on court, même si moi je ne cours pas beaucoup, ça ne siffle pas, quoi. Donc on peut avoir une symptomatologie d'asthme d'effort qui se limite à la sensation d'avoir une toux ou une dyspnée, simplement, une dyspnée d'effort isolée, qui peut commencer pendant l'exercice et pas uniquement après l'exercice. C'est connu également sous le nom de asthme intra-exercice, mais bon, là on chipote sur les mots, on dira que c'est de l'asthme à l'exercice. Quand on s'y intéresse, ça touche pratiquement tous les sujets asthmatiques, surtout quand ils sont jeunes. Ceci étant, ils ne s'en plaignent pas forcément. Pour s'en plaindre, il faut faire de l'exercice, il faut faire des efforts, et si on passe plus de temps, par exemple devant une console, on est moins gêné malgré cet exercice violent qui est de jouer à un jeu vidéo. Il y a deux notions importantes. La première, donc, c'est que c'est très fréquent, et beaucoup plus qu'on le croit. La deuxième, c'est que c'est en augmentation, enfin, surtout chez les athlètes, chez les gens qui font de l'activité physique, et en particulier les athlètes de haut niveau. Alors, il y a des notions également importantes, c'est que, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Si on considère que le décès est quelque chose de grave, on peut dire qu'il y en a quand même 61 par an. Alors, par rapport à ce qu'on voyait avec les cancers tout à l'heure, ça fait décorateur, hein. Enfin bon, quand même, ça fait 61 par an. Et tous les sports sont touchés, mais à des degrés variables. Par exemple, on se rend compte que, bizarrement, bien que l'asthme à l'exercice soit extrêmement fréquent avec la natation, il y a peu de décès. Et on voit plus, mais ça on le voit, de décès, alors bien sûr avec le vélo, et ce mélange avec les problèmes du dopage, mais on ne parlera pas de ça, ou sur des terrains de foot, ou sur des terrains de rugby, quoi. En natation, relativement peu. Sur le plan clinique, donc on l'a vu, l'oppression, la sensation de l'essoufflement, les sifflements et la toux. L'expectoration, c'est extrêmement fréquent aussi. Alors c'est assez marrant parce que ça survient beaucoup plus vite, ça. L'expectoration de l'asthmatique, quand elle sort, elle peut très bien être marron, simplement parce que les polynucléaires qui sont présents peuvent donner cette coloration. On a tous dans la tête les crachats de la NEC qui sont blancs, collants, quand on retourne le crachoir, ils ne tombent pas. Bon, là, ils sont marrons, et quand on tourne le crachoir, si on met son pied en dessous, on a bousillé sa chaussure. Ça survient donc en fin d'effort, mais pas toujours. Et l'autre notion importante, c'est ça, c'est qu'il y a une période réfractaire plus d'une fois sur deux. Période réfractaire, ça veut dire que s'ils ont ressenti cette sensation après un échauffement, par exemple, un peu intense, après, ils sont tranquilles pour le reste. Et donc, ça va être une part importante de la prise en charge, c'est pas se focaliser sur les traitements médicamenteux, mais sur la nécessité, avant un exercice, d'avoir une période d'échauffement un peu intense, et puis ça dure 10-15 minutes, et là, ils s'arrêtent, ça se tasse, et après, ils peuvent faire l'effort comme ils veulent, que ce soit marathon, cyclisme, ou même un match de foot. Il y a des facteurs favorisants qui sont connus là aussi, c'est l'intensité de l'effort. En fait, l'intensité de l'effort, c'est important parce que c'est étroitement dépendant, enfin, le niveau ventilatoire, l'importance de l'hyperventilation est forcément très dépendante de l'intensité de l'effort. Il y a une relation quasi linéaire entre la ventilation et l'importance de l'effort. Donc, plus on fait un effort intense et plus on ventile. La deuxième, c'est la durée. Bon, c'est marrant des trucs comme ça parce qu'on parle d'activité intense, mais il faut que ça dure quand même plus de 2 minutes, quoi. Moi, 2 minutes, je veux bien un peu tous les jours, quoi, mais... Le troisième élément, c'est la respiration qui est plus buccale que nasale, qui va avec la quatrième, c'est que
c'est d'autant plus facile que c'est un air qui est sec et un air qui est froid. Et donc en respiration buccale, alors bien sûr, l'air froid, vous ne connaissez pas bien, mais ça existe, quoi. Par exemple, il y a des régions, par exemple Nord-Pas-de-Calais, où ce n'est pas très compliqué d'avoir de l'air froid, mais il est moins sec, il est plutôt humide. Et pourtant, c'est ces deux caractéristiques qui vont favoriser. Et donc, pour que ce soit froid, l'idéal, c'est qu'on respire par la bouche. C'est là que ça restera malgré tout le plus froid. Alors bon, pour avoir des idées, bon, ici c'est sur la rhinite, là c'est sur l'asthme. Eh bien, on considérait qu'en 1984, par exemple, il y avait 11% d'asthmatiques et qu'en 96-2000, il y avait 15-16% d'asthmatiques parmi les athlètes des Jeux Olympiques. Et donc, la tendance est à l'augmentation. Et on a la même chose sur la rhinite, c'est-à-dire qu'en 90, 17%, et en 2000, il y a pratiquement sur les athlètes australiens des Jeux Olympiques, il y a pratiquement un athlète sur deux qui a une rhinoconjonctivite. Ça fait que pratiquement, là il charrie un peu, mais c'est 40% pratiquement d'asthmatiques parmi les skieurs professionnels. Et en ski de fond, 50%, en ski alpin, 16%, etc. Par contre, il y a des trucs, on n'en trouve pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas que, parce que c'est le même air, froid et sec, là. Il n'y a pas que l'air froid et sec, il faut aussi un certain niveau d'activité, et on considérait que les sports les plus asthmogènes, c'est ceux bien sûr qui se font à haut niveau de ventilation et qui s'accompagnent volontiers d'un martèlement du sol, quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup chez les gens qui courent, mais il y en a aussi beaucoup chez les cyclistes, donc il n'y a pas que ça, quoi. Ce qui va nous amener à un moment donné à regarder ce qui se passe quand on martèle pas le sol, c'est-à-dire quand on nage. Eh bien, c'est impressionnant là aussi, parce qu'on atteint dans certaines séries 75%, c'est-à-dire que 3 nageurs olympiques sur 4 ont des manifestations d'asthme à l'exercice. Et une des hypothèses les plus vraisemblables, c'est que ce soit le chlore, même minime, qui soit dans l'eau des piscines, qui soit responsable de ça. En cyclisme, c'est 45% d'asthmatiques aussi. Et ce qui m'intéressait, oui, la plongée ou l'haltérophilie, il n'y en a pas. Pas pourquoi. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, quand ils plongent avec leur... ils restent au fond, quoi. Ils sont obligés de lâcher, à un moment donné, les haltères s'ils veulent remonter. Non, mais c'est du bon sens. Et vous imaginez qu'il y a des gens qui font des études là-dessus, quoi. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèse thermique et l'hypothèse osmotique. Alors, l'hypothèse thermique, c'est basé essentiellement sur le rôle de l'air froid, qui va entraîner une perte de chaleur au niveau des voies aériennes, un refroidissement et donc une vasoconstriction. Ça, jusque-là, on comprend bien. Et puis, quand il s'arrête, eh bien, ça se réchauffe. Et à ce moment-là, on a une vasodilatation réflexe des vaisseaux de la muqueuse. Et chaque fois que les vaisseaux se dilatent, il y a un peu de liquide qui sort, il y a un peu d'œdème, et c'est ce qui donne le rétrécissement bronchique, la diminution du calibre bronchique, et donc la toux et les sibilants. Ça, c'est l'hypothèse thermique. Et puis, il y a l'hypothèse osmotique, c'est plus la perte d'eau. Donc tout à l'heure, on était sur l'air froid, vasoconstriction, on s'arrête, vasodilatation, et les ennuis commencent. Là, c'est l'air sec, et cette hyperventilation en air sec entraîne une perte d'eau, une augmentation de l'osmolarité des cellules qui libèrent des médiateurs bronchospastiques, et hop, bronchoconstriction, et toux et perception de sifflement. Et sans doute que la vérité, c'est qu'il y a un mélange un peu des deux, ou plus l'un, ou plus l'autre, un peu selon la physiologie des gens, ou leur façon, ou ce qu'ils ont connu avant, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Alors comment on fait le diagnostic de l'asthme à l'exercice? Si on le cherche, c'est l'interrogatoire, quoi. Ce sont des gens dont la fonction de repos peut être strictement normale.
Alors bien sûr, il y a des gens qui sont asthmatiques, ils auront un trouble ventilatoire obstructif. Et puis il y a des gens dont la fonction de repos est normale en dehors des crises. Et chez ces gens-là, il faut aller un petit peu plus loin. Alors un petit peu plus loin, après ça dépend si on est sûr de son coup ou pas, quoi. Parce que, par exemple, le moyen le plus simple, toujours pareil, dans les pays où on a la chance d'avoir de l'air froid, c'est de les envoyer courir un peu dehors, ils reviennent et on refait une spirométrie et on les ausculte, quoi. Et en général, on voit l'apparition de l'obstruction bronchique simplement parce qu'ils ont couru. On a vu tout à l'heure, c'était au moins 2 minutes. Donc il faut qu'ils courent de façon bien 5 minutes, ça suffit. Ils reviennent le temps qu'on soit dans la période post-exercice. On fait la spirométrie et c'est bon. Seulement, il faut avoir la chance d'habiter dans un pays où il fait froid. Dans les pays où il fait bon, comme ici, on peut le dire. Alors, on a deux situations. Soit le patient est asthmatique et il a des symptômes comme ça. Là, c'est pas compliqué, ça. Ou alors, on a une fonction de repos normale et là, il faut faire appel à des explorations si c'est nécessaire. Parce que je vous dirai après que, bon, il y a des fois, il ne faut pas charrier non plus, quoi. Je vais le dire tout de suite, allez. Parce que la solution qui peut être simple, c'est de savoir si cette manifestation se reproduit dans des circonstances qui sont bien stéréotypées. On lui donne une bouffée de ventoline un quart d'heure, une demi-heure avant, et si jamais ça ne se reproduit pas, c'est que c'est le bon diagnostic, quoi. Donc on n'est pas toujours obligé de faire des examens compliqués pour arriver au diagnostic, alors qu'une démarche rationnelle assez simple avec une bouffée de ventoline avant permet de régler le problème sur le plan diagnostique. Après, si on veut, ou si les gens sont compliqués, c'est l'épreuve d'effort. Le test à la métacholine, ce n'est pas toujours simple. Le test d'hyperventilation isocapnique, on sait que c'est compliqué. Donc, l'épreuve d'effort qu'il fait, comme vous le voyez ici, sur la plupart du temps, c'est une épreuve en rampe, donc sur vélo, à puissance croissante. Ce n'est pas le meilleur test, quoi. Le meilleur test, ça reste, je crois que je le dis après, hop, ça reste un test sur tapis. Mais il faut un test sur tapis et avec de l'air qui a été refroidi, quoi. Donc, on voit que ça devient pas simple, quoi. Bon, il ne faut pas non plus s'en faire une maladie, quoi, hein. Mais on peut obtenir la solution avec un test triangulaire sur bicyclette ergométrique et des spirométries répétées. Ce n'est pas la peine de toutes les faire si on a très vite la chute du VEMS d'au moins 10%. Ou alors on fait un test d'hyperpnée volontaire eucapnique. Voilà, on sent que ça se complique, quoi. Ça se complique parce que c'est un appareillage où en fait on va augmenter, enfin on va faire respirer le patient dans un mélange dans lequel il y a 5% de CO2. Et puis eh bien, on regarde ce qui se passe et c'est pareil, on considère que le test est positif si c'est plus de 10%. Mais là vraiment parce que les patients, les joueurs du LOSC, ils avaient systématiquement ce test, je peux vous dire c'est un peu compliqué à faire. C'est plus simple de tester la ventoline avant. Le traitement, c'est un traitement qui est préventif, quoi. Et après, éventuellement, si nécessaire, autre. Traitement préventif, il y a 2 points importants. Le premier, c'est l'échauffement. Alors ça a l'avantage de ne pas être très coûteux. Il faut alterner des séquences de course lente et de marche avec des efforts qui sont de courte durée, des phases de récupération, et tout ça pendant 15 minutes. Le deuxième point, c'est, une fois qu'on a fait l'échauffement, c'est de savoir utiliser la période réfractaire qui va débuter juste après qu'il ait ressenti ça, ou qu'il n'ait rien ressenti, il a fait l'échauffement. En d'autres termes, un asthmatique qui veut avoir une activité physique et qui est gêné par un problème d'asthme à l'exercice, il faut qu'il fasse un échauffement systématique selon des modalités qui sont à la fois séquentielles, fractionnées ou une course continue de 15 minutes. Hein. Mais bon, il faut quand même courir bien, quoi, hein. Parce que courir à 60% de sa VO2 max, ça veut dire qu'on ne peut pas courir à 60%
si on est asthmatique sans ressentir un essoufflement, quoi. La deuxième, c'est, lorsque c'est possible, c'est de lutter contre l'hyperventilation. Et je n'ai pas de papier, mais vous voyez la courbe de ventilation, hein, au début c'est comme ça, et puis après, hop, ça dérape comme ça un peu. C'est-à-dire que jusqu'au seuil ventilatoire, on a une ventilation qui est à peu près maîtrisable, quoi. Et après, ça dérape selon des paramètres qui ne sont pas bien connus. Et on ne sait pas pourquoi les gens hyperventilent plus ou moins comme ça. Et enfin, si on veut, on essaye d'humidifier ou de réchauffer l'air inspiré. C'est la respiration nasale. Et bien sûr, éviter les temps très froids ou les temps très chauds. Mais ça, on le voit parce que même marcher, par exemple, comme l'après-midi actuellement, c'est difficile ici, hein. Enfin, vous marchez beaucoup l'après-midi au soleil, et on sent que voilà, c'est une sorte d'activité physique qu'on comprend. Et donc, traitement préventif, c'est échauffement et ensuite utiliser la période réfractaire. Traitement médicamenteux, les bêta-2 mimétiques, ça reste ce qui marche le mieux, quoi. Il ne faut pas négliger l'apport des antileucotriènes, en particulier, j'allais dire, si, toujours pareil, hein, si les sujets ont une rhinite associée. Et enfin, si on a des manifestations asthmatiques en dehors de l'asthme haute-exercice, on peut avoir recours aux corticoïdes locaux, donc les corticoïdes inhalés. Qu'est-ce qu'il en est à ce moment-là du dopage, quoi? Parce qu'on dit qu'il faut donner des bêta-2, des antileucotriènes, des corticoïdes, au niveau du nez, au niveau des bronches. Non. On a vu l'échauffement, ce n'est pas un problème. Et ça, alors ça se passe comment, ça? Si on était en 2001, on se posait la question des effets dopants des bêta-2. Et on disait, oulala, c'est pas bon, même si les études qui avaient été menées montraient par exemple que si vous regardez l'aptitude aérobie, ici, la consommation maximale d'oxygène, on voit que c'est 5,4 quand on leur donne un traitement par placebo et c'est 5,4 quand on leur donne du formoterol. Donc il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs sur l'impact des bêta-2 mimétiques sur ça va augmenter ses capacités aérobie. Ça, c'était foireux. En 2007, on continue à se poser la question sur l'effet potentiel ergogénique. Bon. Et ensuite, on se pose la question sur les corticoïdes inhalés, en disant les corticoïdes. Et on s'aperçoit la même chose, c'est que si on regarde la puissance maximale, eh bien, 378 en watts versus 374, ça ne peut pas faire une différence, quoi. Et donc, on arrive à une période actuelle où, en fait, on a une liste pour janvier 2016, donc c'est presque une primeur, où on voit que tous les bêta-2 sont interdits, sauf le salbutamol, le formoterol, le salmétérol. Ça veut dire qu'actuellement, un patient asthmatique qui a un traitement incluant des bêta-2 de courte durée d'action ou les bêta-2 pour ces deux-là, parce que les nouveaux ne sont pas encore inclus dans ces réglementations. Donc, je ne vous donne pas les noms quand ils sortent le soir, mais bon, un traitement de son asthme optimal n'est plus une prohibition, une contre-indication à l'activité physique, même de compétition. Il n'y a plus besoin d'aller chercher des papiers officiels sur le site de machin et de faire des demandes et de remplir des papiers. C'est autorisé à partir de janvier 2016. Pour les corticoïdes, eh bien, tous les corticoïdes sont interdits par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. Je n'ai pas compris ça, mais bon. Par voie orale, intraveineuse, intramusculaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite dans les recommandations AMM du traitement de l'asthme, il n'y a aucune limite à l'utilisation des corticoïdes inhalés. En d'autres termes, un asthmatique qui veut avoir une activité physique de compétition, il n'a aucune nécessité, à partir de janvier 2016, à faire des demandes particulières pour avoir l'autorisation et la justification de prendre son traitement. Ce qui simplifie beaucoup la vie
des pneumologues surtout. Les autres causes de dyspnée. Alors, donc, les bruits respiratoires inhabituels, le thorax bloqué et jambes coupées, le souffle court. Alors, les bruits respiratoires inhabituels, c'est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Et c'est un diagnostic qui n'est pas facile. Alors, plus fréquent, c'est qu'on considère que c'est la cause de 10 à 15% des dyspnées des sportifs ou des asthmatiques. Ça veut dire dans la tête que ce n'est pas parce qu'un asthmatique est essoufflé qu'il est essoufflé à cause de l'obstruction bronchique. Et donc ce sont des causes qui ne sont pas faciles à voir, puisque ça correspond par exemple à des inspirations paradoxales. Alors, vous avez ici la glotte, et on peut avoir des bascules complètes qui viennent, je ne peux pas vous le montrer parce que je n'arrive pas à bien le mimer, mais vous avez les cordes vocales, puis vous avez la glotte comme ça. Et ça fait skloup comme ça. Et ce truc-là se met complètement en arrière et vient complètement obturer les cordes vocales. Voilà, le souffle court. Là, ça c'est compliqué, ça. Mais c'est délicieusement compliqué. Vous voulez bien que je vous montre un exemple avec une épreuve d'effort ou pas? Oui. Quand on fait une épreuve d'exercice, en règle générale, on fait une épreuve dite triangulaire ou en rampe, où on va augmenter progressivement la puissance. Et comme toute épreuve qui se respecte, on analyse les gaz du sang pour avoir une idée sur le gradient alvéolaire en oxygène, éventuellement l'espace mort, et si on peut, le lactate. Et ce qui est important dans l'épreuve d'effort, pourquoi ça ne passe pas, c'est comme ça, c'est au cours de l'épreuve d'effort, c'est de pouvoir évaluer les symptômes. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que ce soit la dyspnée ou la fatigue des membres inférieurs, d'avoir une idée sur une échelle de Borg, qui va donc de 0 à 10, quelle est l'importance du symptôme ressenti? Est-ce que c'est l'essoufflement, la dyspnée, ou est-ce que c'est la fatigue des membres inférieurs qui vont être le facteur limitant? Et non seulement essayer d'avoir cette information, mais d'avoir une information sur ces ressentis comme très sévère, très très sévère, et à la fin c'est très 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 sévère. Je vous montre le cas d'un jeune athlète désespéré. Donc c'est un cycliste, hein, vous le voyez, on le voit surtout par la forme du vélo. Je m'excuse, je n'ai pas eu le temps de la remettre en français, mais on comprend vite. Hein. Il a 25 ans et malgré un entraînement intensif, il ne peut pas avoir les ambitions professionnelles qu'il a avec son groupe de copains. Donc en gros, il ne tient pas la route au niveau professionnel. Il se plaint d'avoir une oppression thoracique à partir d'un certain niveau d'exercice. Et du coup, il a l'impression d'avoir les jambes coupées et il ne peut pas continuer, quoi. S'il diminue un peu l'effort, hop, ça remarche. Il essaye de réaugmenter, il n'arrive pas. On a l'information qu'il il était prématuré et qu'il a eu un peu d'asthme dans l'enfance, mais actuellement, il n'a plus de symptômes comme ça. Sa fonction respiratoire, bon, elle est... Bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit pour un sportif, puisqu'il a des valeurs de VEMS, capacité vitale et DLCO qui sont bien sûr dans les normes, mais pas, on ne se dit pas c'est la bête, quoi. Non, il a une fonction respiratoire normale. Donc voilà ses résultats. Alors si on regarde un peu, pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça fait un melting pot de chiffres, mais on va regarder des choses simples. La puissance, par exemple, il fait 280 watts au maximum et la valeur maximale attendue pour lui, c'est 250. Donc on pourrait très bien dire il a une VO2 max supérieure à la norme, c'est parfait. Mais quand il fait cet effort, sa dyspnée, c'est 7. C'est-à-dire que 7, c'est très très sévère sur le Borg.
c'est inhabituel, quoi. C'est inhabituel qu'un sportif qui veut être sportif de haut niveau ait une dyspnée aussi marquée pour une puissance qui est une puissance, bon, moi que j'ai jamais atteint. Hein. Au mieux, la bonne année, j'ai fait 200 watts, j'étais très fier. Bon, là, il fait 280, bon, c'est pas énorme, quoi. Si on regarde sa consommation d'oxygène, il consomme 3,5 litres. Ce qu'on attendait chez lui, la théorique attendue, c'est 2,8 litres. Bon, il a 125% de sa VO2 attendue, c'est au-dessus de la norme. Mais avoir une VO2 à 58,5 au maximum, c'est pas assez, quoi. Bien que ce soit une valeur très bonne, parce que moi je fais même plus 40, c'est trop basse par rapport à ses ambitions sportives, quoi. C'est une valeur qui est trop basse. Et pourtant, il n'a pas d'hyperventilation importante. Ce qu'on regarde toujours, c'est l'équivalent en oxygène, 29, donc c'est bien. Croyez-moi sur parole, il a une hypoventilation alvéolaire relative avec une réserve ventilatoire. Cette notion de réserve ventilatoire, c'est important. Ça veut dire que s'il pouvait faire plus, il a les capacités ventilatoires pour faire plus. L'adaptation cardiaque est parfaite, que ce soit le pouls d'oxygène, la fréquence cardiaque ou la pente, c'est parfait. Mais quand même, si on regarde, on va les dire, ces échanges gazeux, si vous regardez même simplement les gaz du sang, 89, 72, 69, c'est-à-dire qu'il a un gradient au niveau d'échange gazeux de l'oxygène qui augmente jusqu'à une valeur de 43, ce qui n'est pas une valeur énorme, mais ce qui est une valeur anormale. Mais on sait peut-être que beaucoup de sujets sportifs intenses peuvent développer une hypoxémie d'exercice. Classifier, ça veut dire donner du poids à ce qu'on a vu. Donner du poids, c'était quoi la question? Donc la question ici, c'est ce sportif a une intolérance à l'exercice. Et puis on a trouvé 3 désordres. Il est limité par une dyspnée sévère, ce qui est tout à fait inhabituel pour un sportif. Il a une bonne VO2, mais qui est relativement basse pour le niveau d'entraînement et les options professionnelles qu'il veut avoir. Et puis il a une augmentation du gradient, donc il a une hypoxémie à l'exercice. Et donc là, il faut pouvoir se poser la question, et c'est pour ça qu'on met une croix, c'est est-ce qu'on pense qu'une limitation aussi importante, avec une dyspnée aussi importante, peut être due à un gradient un peu augmenté, à une hypoxémie un peu marquée? Et la réponse que vous faites, vous avez raison, c'est non. Ce n'est pas parce qu'on est un peu hypoxique qu'on est aussi gêné à l'effort, quoi. Et donc, pour expliquer cette tolérance, la seule question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas soumis à des contraintes ventilatoires importantes? Et là, on s'aperçoit que sa ventilation augmente de 30 litres presque. Et pour augmenter cette ventilation de 30 litres, il n'arrive plus à augmenter son volume courant du tout, qui reste à une valeur qui n'est même pas à 60% de sa capacité vitale, et il n'augmente que sa fréquence. Et ce genre de comportement à l'exercice, ça suggère que l'augmentation, l'expansion du volume courant est limitée par quelque chose qui peut être, par exemple, une dysfonction des cordes vocales ou des contraintes ventilatoires ou un asthme intra-exercice qu'il n'avait pas. Et on le met ça en évidence par ce qu'on appelle les courbes débit-volume à l'exercice. Donc ça, c'est son volume courant à 280 watts. Et on voit que ça coince, quoi. Il ne pourra pas faire beaucoup plus. Si on veut en être sûr et confirmer ce diagnostic, on le remet sur le vélo et on le fouette, comme on dit. Il peut aller un peu plus loin, il peut aller jusqu'à 300 watts, et on voit qu'à 300 watts, il est au maximum de ce qu'il peut faire. Il a un maximum sur la limitation expiratoire, maximum sur la limitation inspiratoire. Il est coincé, quoi. Et ça,
c'est ce qu'on appelle la symorphosis. C'est le fait que chez certains sujets, la taille du système thoracique ne permet pas une ampliation pour les exercices maximaux. Et tout ce qu'on peut dire à ce jeune homme, c'est tu n'iras pas plus loin, petit gars. Tu n'es pas taillé pour faire le Tour de France. Alors, soit tu changes complètement, et là, il y a tout un aspect d'éducation thérapeutique. Sont où mes éducatrices? Là. Il y a tout un aspect d'éducation thérapeutique pour annoncer ce genre de nouvelles qui est généralement refusé d'emblée par le sujet, qui dit « Putain, je suis tombé sur un con, il n'a rien compris ». Donc, il faut mettre un peu de forme, mais il n'y a pas d'autre alternative. Et il ne pourra jamais faire plus. Et avec le temps, ça sera de pire en pire. La dimension du système respiratoire peut, chez certains, être un facteur limitant de la performance. Et on le diagnostique très bien, ça, à l'épreuve d'effort. Ça, c'est le bon exercice, c'est le bon examen pour ça. Alors, on voit ça aussi chez des gens qui vieillissent, quoi. Et toute une période où ça ne se ressent pas. Et puis, à partir de 55-60 ans, ce vieillissement pulmonaire va se faire sentir pour les activités physiques. Il arrive un moment, avec l'âge, où on ne peut pas ventiler plus que ce qu'on peut faire, quoi. On a beau s'entraîner, voilà, la mécanique ventilatoire est faite comme ça. C'est la vie. On peut avoir, bien sûr, une fatigue au niveau des cuisses quand on fait un exercice, mais aussi au niveau des muscles respiratoires et en particulier au niveau du diaphragme. Ça, c'est plus compliqué à mettre en évidence. Bon, ça peut être... c'est difficile, ça. Ça, c'est difficile à diagnostiquer. Je ne sais pas si c'est très fréquent ou pas, mais cette fatigue du diaphragme, c'est quelque chose qui est classique. On pense qu'au niveau du diaphragme, on active des métabolites qui vont au cerveau et qui stimulent le système. Bon, c'est sûrement vrai, hein, ça. Mais voilà. Voilà, donc, bien mettre dans la tête que la dyspnée d'un asthmatique peut bien sûr, c'est le plus fréquent, être un asthme post-exercice, mais peut être dû en deuxième cause à la dysfonction glottique, qu'il ne faut pas négliger, c'est fréquent chez l'asthmatique, chez les sportifs à la dysfonction du système respiratoire et enfin dans certains cas à une fatigue diaphragmatique. Il faut toujours penser à l'asthme, il faut bien interroger le patient et il faut savoir demander une EFX. En pratique, se souvenir que ce soit pour le diagnostic ou pour le traitement, il n'y a pas de problème en fait sur le plan de la prise en charge de l'asthmatique. Je vous remercie.